l'encontre de leurs camarades. La coalition pour une éducation pour tous, de son côté, dénonce un crime odieux. Décompte macabre sur les plages de Dakar, 19 morts déjà depuis le début de la vague de chaleur. Réforme des institutions, le F24 veut que le focus soit mis sur la justice et sur le foncier. Plusieurs recommandations attendues au terme de la rencontre qui se tient depuis ce matin sur la question. Tabaski 2024, plus que 3 semaines avant la fête. Sans trop avancer sur les chiffres, le directeur de l'élevage souligne que l'approvisionnement du marché en moutons est correct. Du côté des éleveurs, l'on affiche un sentiment de crainte. Le journal international, ce sera avec Georges Déthié Diop. En sport football, 3e et 4e journée des éliminatoires du Mondial 2026. Aliou Cissé a publié ce matin une liste de 26 joueurs, un seul nouveau, aucun joueur local convoqué. Soda Thiam sur les détails de la liste dans le journal des sports qui vous sera présenté par Malal Diagne Junior. La presse du jour, lecture et commentaire Mohamed Ali Mouba. La diplomatie sénégalaise sous le nouveau régime, comment analyser les premiers actes posés par le président Bassirou Diomaye Faye, surtout avec ses déplacements dans certains pays de la sous-région. On en parle dans la rubrique Point de vue avec nos deux intervenants. Aliou Ba est à la technique de ce journal et bienvenue. D'abord, cet accident tragique à Bardial, un élévateur qui a fait marche arrière donc sur un ouvrier de la compagnie sucrière sénégalaise. Il est décédé sur les coups. Un élévateur, c'est un gros engin donc qui sert à charger les cannes à sucre des camions pour un acheminement à l'usine. Nous y reviendrons avec notre correspondant Mamadou Diagne. Le G7 de Thiès et d'autres syndicats d'enseignants qui ont observé ce matin un débrayage suivi d'un sit-in devant l'inspection d'académie de la ville. Ils condamnent l'agression mortelle de leur collègue Alain Kali et demandent que justice soit faite. Ces enseignants annoncent une journée morte lors de l'enterrement dont la date n'est pas encore fixée. Cheikh Anta Diop. Tous les syndicats d'enseignants de la ville et du département de Thiès se sont retrouvés dans l'enceinte de l'inspection d'académie de Thiès à la faveur d'un sitting précédé d'un débrayage pour exprimer leur indignation face à l'assassinat d'un des leurs, Alain Kali. Sera Khatagay, leur porte-parole. Le G7 local élargi à l'ensemble des syndicats de l'enseignement se sont réunis au siège du CELS pour fustiger avec sa dernière énergie cette forfaiture, cet acte odieux, cette barbarie humaine perpétrée sur l'un d'entre nous. Nous avons pris des engagements forts. Le premier engagement, c'était de dire nous réclamons justice. Ces enseignants très remontés ont décidé de porter plainte contre X. Donc la plainte contre X que nous devons porter devant le procureur de la République pour que de tels actes ne puissent se reproduire ici au niveau de la cité du Rail et partout dans le Sénégal, surtout concernant les enseignants. L'État et les autorités académiques sont ainsi interpellés pour prendre des mesures de sécurité à l'endroit des enseignants. Pour lui faire comprendre que nous ne pouvons plus accepter ce genre de situation dans nos établissements. D'où la nécessité de trouver des solutions urgentes à la question de l'insécurité qui règne dans nos établissements. Camarades, plus jamais ça. Voilà, camarades, merci, je vous remercie. Ces enseignants ont annoncé une journée morte qui coïncidera avec le jour de l'enterrement d'Alain Kali à Ziguinchor. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. La coalition nationale pour une éducation pour tous fait également part de sa tristesse et de sa désolation suite à l'agression de l'enseignant Alain Kali. La dite coalition, dans un communiqué qui nous est parvenu, dénonce ces actes odieux perpétrés sur les enseignants qui ont pour seul tort de mener sans répit une noble mission pour la régression de l'ignorance. Siley Gorbalsi et ses camarades qui rendent un hommage à titre posthume à M. Kali exhortent les autorités à traquer le ou les auteurs présumés, de les traduire devant les juridictions, lit-on dans un communiqué qui nous est parvenu. Orientation des nouveaux bacheliers. Le privé prêt à accueillir de nouveaux étudiants pour l'année 2024-2025 malgré la dette de l'État à l'égard des écoles privées, dette qui s'élève à une dizaine de milliards de francs CFA. Autre problème, le foncier, la fiscalité, l'accréditation, entre autres, des points qui ont été soulevés ce matin lors de l'atelier sur les réflexions, donc l'atelier sur le calendrier académique 2024-2025. Nous y reviendrons peut-être avant la fin de ce journal avec Kumba Sandiane Faye. Je vous l'annonçais en titre à midi 5 minutes, ces 4 noyades sur les plages de Dakar, la série noire qui reprend de plus belle, une dizaine de morts dénombrés depuis le début de la vague de chaleur. La banlieue de Dakar donc qui paye le plus lourd tribut. Mohamed Ali Mouba.
Le thermomètre grimpe à Dakar. Parallèlement, les noyades reprennent. 19 cas recensés depuis le mois d'avril. Hier seulement, un élève de l'école Birago Diop porté disparu. Ibrahima Fall, le président de l'association des maîtres nageurs, tire la sonnette d'alarme. Par rapport à la recrudescence des noyades au Sénégal, donc on a cette année un bilan catastrophique. Oui, donc on a enregistré présentement 19 décès par noyade. Donc nous disons encore une fois aux autorités d'envoyer de la sécurité au niveau de ces plages-là, dites interdites. Alors que les lieux de baignade accessibles au public reculent face à la privatisation du littoral, les Dakarois se ruent donc vers les plages dangereuses, la bande de la Corniche Ouest, mais surtout Guédiawaye et Yoff, la banlieue de la capitale sénégalaise. Parce qu'il y a beaucoup de plages, surtout au niveau de la banlieue, qui sont classées interdites à la baignade. Donc nous disons aux autorités d'encadrer ces zones-là pour parer à toute éventualité. Maîtres nageurs, pompiers, autorités locales, tous appellent à la vigilance dans la perspective des grandes vacances. L'année dernière, le président Macky Sall avait qualifié les disparitions sur les plages d'hécatombe. Direction Sédhiou, où l'État doit donc 15 mois d'arriéré aux propriétaires des bâtiments conventionnés. Ces derniers qui disent avoir entrepris toutes les démarches sans succès avec l'ancien régime interpellent à présent les nouvelles autorités pour entrer dans leurs fonds. Ils ont mis en place un collectif et demandent au directeur du patrimoine bâti ainsi qu'au ministre de l'urbanisme de diligenter leur dossier dans les meilleurs délais. Ils estiment que la souffrance a assez duré. Souleymane Sow, le porte-parole du collectif avec Bakary Konté. Ces bâtiments sont loués par contrat à l'État du Sénégal. Pour rappel, avec le gouvernement du président Abdoulaye Wade, en tout cas, nous avons été satisfaits du contrat avec l'État. Mais nous avons commencé à souffrir avec le gouvernement du président Macky Sall, surtout avec le directeur général Abdoulaye Yaka, qui, pendant tout le temps où il a été directeur, s'il faut payer, il paye qu'un trimestre sur une année. Donc ça devient un peu difficile de gérer cette situation. Donc actuellement, il nous doit au moins 15 mois de location. Alors, vous savez, conjoncturellement, nous sommes à la veille de la Tabaski. Nous avons beaucoup d'obligations qu'il faut satisfaire en tant que bailleur, en tant que père de famille. Parmi nous, nous avons des malades, nous avons des gens à la retraite qui ne comptent sur l'argent-là pour mettre à l'aise leur famille. Alors, si aujourd'hui, nous avons un nouveau gouvernement, et ce nouveau gouvernement, nous portons notre espoir sur le président Diomaye, sur le premier ministre Ousmane Sonko et sur le ministre de l'Habitat, sur le directeur actuel du patrimoine bâti. Nous disons à ces gens-là que le collectif compte beaucoup sur eux pour satisfaire le contrat et respecter le contrat avec eux. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Les producteurs d'oignons de Nioro face à un dilemme avec une surproduction. Ils peinent à commercialiser leurs récoltes et pire, ils ne disposent pas de magasins de stockage. Et c'est pourquoi Fatumbo, il lance un appel aux autorités. Ibrahima Mbaye, un agriculteur local, exprime ses préoccupations quant à la saturation du marché en oignons, engendrant des pertes financières qui perturbent au quotidien leurs opérations. La culture de l'oignon nous inquiète vraiment. On peine à écouler nos produits, mais aussi il y a le prix fixé qui ne nous arrange vraiment pas. On vend à perte parce que le sac de 50 kilos nous revient à 9 000, 10 000 ou bien même 11 000 francs. Vous voyez. Le manque de chambres froides dans la localité est une autre source d'inquiétude pour des producteurs qui insistent sur le besoin urgent d'installations de conservation adéquates. Nous n'avons pas où conserver l'oignon local par manque de moyens. C'est vraiment un calvaire pour nous parce qu'il n'y a pas de chambre froide. Les autorités doivent nous aider pour conserver l'oignon. Ibrahima souligne également l'importance de l'intervention de l'État pour moderniser les pratiques agricoles dans cette zone rurale. L'activité du maraîchage est archaïque. Nous n'avons pas de machines ni de financement venant de l'État, raison pour laquelle nous les interpellons. Les producteurs de Nioro redoutent une augmentation des prix des oignons si aucune mesure n'est prise par les autorités, surtout en cette période de préparatifs pour
la Tabaski. Fatumbo Nyoro, Radio Futur Média. Fatumbo, vous le savez, l'oignon donc une denrée très prisée, surtout en période de Tabaski. L'Aïd el-Kabir, vous le savez, c'est dans 3 semaines et sans trop avancer sur les chiffres, le directeur de l'élevage souligne que l'approvisionnement du marché en moutons est correct, mais du côté des éleveurs, l'on affiche un sentiment de crainte. Nafissatou Silla, l'élément donc à suivre peut-être avant la fin de ce journal. Nous revenons justement sur l'approvisionnement du marché en oignons et en pommes de terre, cette fois-ci avec Mohamed Sissé, le vice-président de l'ASCOSEN. Nous allons tout droit vers la fête de la Tabaski, une fête de forte demande en denrées comme la pomme de terre et l'oignon. Nous assistons à une pure spéculation. Les stocks de pommes de terre existent en bas, 60 000 tonnes, et le stock d'oignons à travers le Sénégal est important. Donc nous invitons le ministère en charge du commerce et de l'industrie d'enrayer toute spéculation en faisant un arrêté qui fixe les prix à tous les stades de distribution. La pomme de terre est vendue 9 750 francs le sac de 25 kg en banne et on doit le fixer au gros et au détail au niveau de la boutique. C'est comme ça qu'on doit faire pour éviter que les consommateurs soient grugés pendant cette période de forte demande. Les quantités existent, les prix doivent être modérés. Et pour cela, l'arrêté est nécessaire, sinon beaucoup de commerçants vont profiter de la situation parce que la demande est forte en oignons et en pommes de terre pendant la période de forte demande qui est la Tabaski. Mohamed Sissé, le vice-président de l'ASCOSEN, direction Diawol, un village situé dans la commune de Tchamen, c'est à environ 35 km de Louga. Et bien là-bas, tout est priorité et c'est le chef du village qui porte le plaidoyer, Nafissatou Ndiaye. Diawol est un village où l'agriculture fait partie des principales activités des populations. Pour aider les producteurs agricoles, le chef du village sollicite le bitumage du tronçon qui donne accès à la localité. Serigne Abdou Mohamedou Mbaké sollicite aussi l'ouverture d'une école élémentaire pour soulager les élèves qui parcourent des kilomètres. Nous avons accès à l'eau, nous avons de l'électricité aussi, mais notre principale préoccupation est la route. Et pourtant, elle n'est que de 4 km. Nous souhaitons vraiment le bitumage de ce tronçon. Nous sollicitons également la construction d'une école française, car nous ne disposons qu'un d'ara. À Diawol, la plupart des femmes vivent dans l'oisiveté, ce qui motive d'ailleurs le plaidoyer du chef de village relatif à l'accès à des financements pour lutter contre la précarité sociale. Nous souhaitons l'érection d'une poste de santé car les populations parcourent des kilomètres pour pouvoir se soigner. Les femmes aussi rencontrent d'énormes difficultés. Parfois, elles accouchent même en route et c'est vraiment déplorable. Elles ont aussi besoin de financement car elles sont braves et font tout pour leur famille. L'imam du village, Serigne Abdou Mohamedou Mbaké, souhaite aussi que Diawol fasse l'objet d'une attention particulière, comme le sont d'autres cités religieuses, arguant que son grand-père Serigne Touba a bien marqué son empreinte dans cette localité. Nafissatou Ndiaye, Louga, Radio Futur Média. Quartier Sing Sing, situé à l'ouest de Kaolack, un litige foncier oppose des habitants à la société Sablux. Les habitants qui ont mis en place un collectif dénommé Kaolack Naïler interpellent la municipalité. Eladji Faye, le coordonnateur avec Fatumbo. Il s'est vu qu'il y a un site Sablux ici. Il y a une société qui est venue ici. Il a amené des engins. Il a terrassé un nombre de 96 peines, y compris des peines et des maisons bien construites. Et en plus, 4 qui résidaient dans le site. Un de ces victimes, du nom de Babacar, nous avons vu, on a borné le site. Mais il s'est trouvé qu'on a débordé de 20 mètres au-delà du site. Et en plus, on a donné des sommations à ces gens-là. C'est au moment du mois de Ramadan qu'on a déguerpi. Mais après, il s'est trouvé qu'avec le nouveau gouvernement, ils ont pris un recul parce qu'ils avaient donné des sommations à ces gens-là, mais ils n'ont pas pu le faire, le réaliser. Donc, nous doutons à ces gens-là. Nous interpellons le président de la République, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et son premier ministre Ousmane Sonko, pour qu'ils viennent à Kaolack. Parce que, à Kaolack, plus précisément à Sing Sing. Ces gens-là,
ils disent que aucun agent ne peut plus venir ici à Sing Sing pour faire un terrassement, que ça soit clair. Il faut venir ici le plus rapidement possible pour régler ce qui se passe ici à Sing Sing. Et on en connaît d'autres choses qui ne sont pas ici. C'était donc Eladji Faye, le coordonnateur du collectif Kaolack Neyler, collectif mis en place par les habitants du quartier Sing Sing, quartier situé à l'ouest de Kaolack. Je vous l'annonçais en titre, le F24 qui dit s'attendre à des réformes profondes pour la justice, mais aussi des réformes institutionnelles et foncières. Cette plateforme de la société civile interpelle le nouveau régime sur ces questions majeures. Elle tient depuis ce matin un atelier. Là-dessus, nous écoutons Senghane Senghor, membre du comité exécutif du F24. Il s'est confié à Eladji Ndiogou. Nous voulons un peu donner notre avis sur les grandes réformes qui se préparent. Et à notre avis aussi, le gouvernement a bien perçu la question, puisqu'il commence par une réforme du secteur de la justice, ou même certains parlent de refondation pour le 28 et 29. C'est important donc parce qu'ils ont donc compris que, effectivement, pour avoir un état de droit, il faut avoir une bonne justice. Parce que la justice, c'est le fondement, c'est le socle de l'état de droit. Ils l'ont compris et si normalement on procède à de bonnes réformes, on peut arriver à de meilleurs résultats, à réorienter cette trajectoire du Sénégal qui tangue. Parce qu'en réalité, ce que nous avons vécu ici est dû à un mauvais fonctionnement des institutions, de la justice et ainsi de suite. Et peut-être après les réformes sur la justice, ils passeront à d'autres réformes. Peut-être que aussi ajouter qu'une autre réforme elle est indispensable, c'est la réforme sur les institutions. Parce que les institutions doivent être obligatoirement réformées pour éviter de retomber dans ce que nous sommes tombés de 2021 à 2023. Senghane Senghor, membre du comité exécutif du F24, le F24 qui tient depuis ce matin une rencontre donc axée sur la réforme des institutions. 3 panels sont organisés à cet effet. Midi 18 minutes. RFM 94.0, la radio en puissance. Et nous reparlons de la fête de la Tabaski, c'est dans 3 semaines. Le directeur de l'élevage souligne que l'approvisionnement du marché en moutons est correct jusqu'à ce jour, même s'il refuse d'avancer en chiffres. Mais du côté des éleveurs, l'on affiche un sentiment de crainte. Nafissatou Sida. Le marché est très correct, les moyens nécessaires ont été consentis, une série de mesures visant l'assouplissement des taxes et autres rassure le directeur de l'élevage, Dr Mamadou Diagne. Nous avons la lettre circulaire de M. le Premier ministre qui décide de l'assouplissement du contrôle des camions et véhicules transportant des moutons à destination du Sénégal, l'exonération des droits et taxes sur les moutons de Tabaski, l'autorisation de la présence à bord de chaque camion de 3 bergers chargés de la surveillance des animaux transportés. Ces mesures donc sont appliquées au niveau des frontières, des zones de convoyage, dans les zones d'attente et dans les marchés et points de vente. L'année dernière, à la même période, disons à 25 jours de la Tabaski, le niveau d'approvisionnement du marché est correct par rapport même à ces dernières années. Les tendances sont bonnes et sont rassurantes si ça se... Des mesures rassurantes certes, mais qui ne vont pas convaincre. Aussitôt, les éleveurs qui disent prendre des précautions, ils ne vont pas déverser tous leurs moutons sur le marché. Ismaël Asso, président des éleveurs de moutons. Les éleveurs aussi, ils ont peur. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui élèvent dans leur domicile? Sinon, il y a les autres qui sont achetés les moutons très tôt. D'habitude, les éleveurs restent toujours avec les moutons invendus. Là, c'est d'habitude. Il reste aussi que si les éleveurs sont fait des déplacements très tôt, arrivés à l'intérieur de Dakar, aussi ça va très dur pour eux. Parce que vous veillez toujours sur les moutons que vous amenez. Vous ne pouvez pas dormir, vous ne pouvez pas déplacer. Or, il n'y a aucune sécurité parce que vous vivez dans l'air. Donc, les éleveurs ne précipitent pas pour rentrer dans la ville de Dakar ou des grandes villes. 206 points de vente sont attendus sur toute l'étendue du territoire. Pour le moment, aucune fausse note n'est notée, même si ce n'est pas encore le grand flot du côté des éleveurs. Même si 810 000 têtes sont annoncées, ils sont convaincus que la demande dépasse largement ces chiffres. RFM. L'actualité internationale.
Bienvenue Georges Déthié-Diop. Merci Barthélémy Ngom. Tanzanie, explosion dans une usine qui fait plusieurs morts. 11 personnes tuées dont 3 ressortissants étrangers. L'explosion s'est produite hier dans une usine de sucre à Mtibwa dans l'est du pays. À l'origine, un court-circuit électrique. Selon le chef de la police régionale, la panne électrique a provoqué l'éclatement d'un tuyau de vapeur alors qu'une équipe technique préparait des machines pour démarrer la production de la journée dans l'usine de sucre de Mtibwa, dans la région de Morogoro, dans l'est de la Tanzanie. Les 3 étrangers sont originaires du Kenya voisin, du Brésil et de l'Inde. 2 autres travailleurs ont été blessés dans l'explosion et ont été soignés à l'hôpital de Morogoro. Le médecin responsable de l'hôpital, David Rujamisa, a déclaré qu'il avait été transporté d'urgence à la capitale, Dodoma, pour y recevoir des soins supplémentaires. Selon les données du gouvernement, Mtibwa est l'une des principales usines sucrières du pays, produisant au moins 70 000 tonnes de sucre par an. Salimata l'ONU qui appelle Georges à inclure l'Afrique dans la construction de la paix. Une déclaration du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, exprimée hier à New York lors du débat du Conseil de sécurité consacré au renforcement du rôle des États d'Afrique face aux problèmes de sécurité et de développement dans le monde. La guerre au Moyen-Orient, la guerre au Proche-Orient, l'armée israélienne a annoncé ce matin avoir récupéré les corps de 3 otages retenus dans la bande de Gaza depuis l'attaque du 7 octobre. 3 corps, dont celui d'un franco-mexicain récupéré la nuit lors d'une opération conjointe de l'armée et des services de renseignement à Diabalia dans le nord. Le président français a réagi sur le réseau social X et exprime son immense tristesse. Emmanuel Macron dit penser à la famille de l'otage franco-mexicain. Il ajoute qu'ils sont à leur côté et que la France reste plus que jamais engagée pour la libération de tous les otages. Emmanuel Macron qui reçoit ce soir le Premier ministre et le chef de la diplomatie du Qatar, les ministres des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite, d'Égypte et de Jordanie. C'est pour faire un point sur la situation au Proche-Orient. Par ailleurs, Israël annonce avoir décidé de couper le lien entre le consulat d'Espagne et Jérusalem et les Palestiniens. Le consulat d'Espagne à Jérusalem et les Palestiniens, selon le ministre des Affaires étrangères Israël Katz, c'est en réponse à la reconnaissance par Madrid de l'État de Palestine et à un appel qualifié d'antisémite d'une ministre espagnole. En Nouvelle-Calédonie, un homme de 48 ans tué ce vendredi par un policier qui avait été pris à partie physiquement par des manifestants. C'est ce qu'a fait savoir le procureur de Nouméa. Ce 7e mort depuis le début de la crise survient au lendemain de la venue d'Emmanuel Macron alors qu'il a circulé à Doumbéya au nord de Nouméa. 2 policiers ont été pris à partie physiquement par un groupe d'une quinzaine d'individus et l'un d'eux a fait usage de son arme selon le procureur. Le policier sur lequel des traces de coups ont été relevées a été placé en garde à vue. Et l'on revient sur l'ONU. Cet appel de l'ONU à inclure l'Afrique dans la construction de la paix, une déclaration du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'exprimait hier à New York lors d'un débat du Conseil de sécurité consacré au renforcement du rôle des États d'Afrique face aux problèmes de sécurité et de développement dans le monde. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, soutient une inclusion plus importante du continent africain dans la construction de la paix et le développement au niveau mondial. Il déclare, je cite, « L'Afrique est une voie importante pour le bien du monde. Le continent abrite de nombreux exemples d'unité et de solidarité dans un monde fracturé. Nous voyons cette unité dans l'accent mis par l'Afrique sur l'éradication de la pauvreté et de la faim, le soutien aux réfugiés fuyant les frontières et la réalisation du développement durable. Nous la voyons aussi dans les efforts déployés par le continent pour travailler ensemble à la construction d'une économie continentale moderne, diversifiée, innovante et puissante au bénéfice de tous les Africains. » Fin de citation. Antonio Guterres a encore rappelé la nécessité de remédier à l'absence de représentation permanente de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité. Et c'est la fin de cette page internationale, Barthélémy. Merci beaucoup, Georges Déthié-Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM.
La diplomatie sénégalaise sous le nouveau régime, comment analyser les premiers actes posés par le président Bassirou Diomaye Faye, surtout avec ses déplacements dans certains pays de la sous-région. On en parle dans la rubrique Point de vue tout à l'heure en fin de journal avec nos deux intervenants, le professeur Moussa Diaw, enseignant-chercheur en sciences politiques et relations internationales à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, et le docteur Lamine Sarr, lui également enseignant-chercheur à l'université numérique Cheikh Ahmedou Kane, spécialiste des relations internationales. RFM Sport. Avec Malal Diagne Junior, bonjour. Bonjour Barthélémy. Prochaine sortie de l'équipe nationale les 6 et 9 juin. Aliou Cissé a publié sa liste ce matin. C'était dans un hôtel de la place, la liste de 26 joueurs pour croiser la RD Congo d'abord le 6 juin à Dakar et le 9 juin en Mauritanie à Nouakchott. Soletam y a assisté. On note dans cette liste l'absence de certains cadres et habitués de la tanière comme Cheikhou Kouyaté, Boulaïdja, entre autres. Mais par contre, Aliou Cissé a fait appel à un novice, Chérif Ndiaye Sono, un attaquant de l'Étoile Rouge de Belgrade. Chérif, pourquoi il est là, c'est du fait qu'il ait fait une très bonne saison. Il a été quand même assez régulier. C'est un garçon qui a marqué pratiquement plus de 20 buts, qui a délivré, je crois, 4 à 5 passes décisives. On le suit depuis longtemps. Il a joué la Champions League. Il n'y avait pas la possibilité de le faire venir. Mais aujourd'hui, c'est vrai, avec les méformes et les blessures et certains joueurs qui sont en situation aussi de difficultés dans leur club, je pense qu'aujourd'hui, c'est tout simplement cohérent de le faire venir. C'est un garçon qui a énormément de qualité, qui a une première touche quand même assez intéressante, qui est capable de prendre la profondeur. Techniquement, il est pas mal. Et dans la surface de réparation, il est capable de nous marquer des buts. Pour ces deux rencontres du Sénégal contre la RDC, demi-finaliste de la dernière CAN, et la Mauritanie, le sélectionneur des Lions s'attend à des matchs difficiles. Aujourd'hui, la RDC, effectivement, fort de leur CAN, demi-finalistes, ils finissent 4e. Bah oui, ils sont dans cette dynamique-là, ils sont positifs, ça se sent dans les commentaires, ça se sent dans la façon dont ils ont joué tout au long de cette CAN. C'est une équipe difficile à manœuvrer, c'est une équipe qui défend très 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 bien, c'est une équipe en réalité défensivement qui est regroupée autour de Chancel Memba, qui est un très bon défenseur, et devant, au-dessus, ils ont de la qualité aussi, ça va très vite, ils ont leur attaquant qui est blessé. Gaël Kakuta, c'est un garçon qui a énormément de qualité, et oui, c'est une très belle équipe, donc c'est une équipe qu'il faut respecter. Nous aussi, on a à cœur de retourner à cette Coupe du Monde-là. La Mauritanie, c'est nos voisins, et c'est le même peuple. Nous savons qu'on sera attendu là-bas, d'autant plus qu'il y a aussi des Sénégalais. Ils auront à cœur de se montrer et de se faire voir. Mais je crois qu'il faut qu'on garde notre sérénité et notre calme habituel. Le début du regroupement pour les journées 3 et 4 des éliminatoires du Mondial 2026 est prévu le lundi 27 mai. Le sélectionneur s'est aussi prononcé sur le choix de Alioune Badara Baldé qui a décidé de changer de tunique au niveau des équipes nationales. Après avoir porté le maillot de l'équipe nationale du Sénégal pour les petites catégories, il a décidé de jouer pour les seniors avec la Guinée. Aliou Cissé. Pour prendre la nationalité sportive, c'est une histoire personnelle. Aliou Badara Baldé, c'est un garçon que je connais très 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 bien. C'est un garçon que j'ai fait partie aussi des gens qui l'ont amené à Diamba, pour vous dire. Donc j'ai eu à discuter avec lui avant même qu'il prenne cette discussion, cette décision. On aurait pu le convoquer au mois de mars, ça n'a pas été le cas. Maintenant, libre à lui, il a la possibilité effectivement de pouvoir jouer avec la Guinée. On peut pas lui empêcher. Moi, j'ai déjà parlé avec lui avant qu'il prenne cette décision-là. Il sait que je compte sur lui. Il sait que le Sénégal compte sur lui. Il sait qu'il fait partie de ces jeunes-là aujourd'hui qui sont en train d'arriver. Mais à son poste, il y a de la concurrence aussi. Voilà. Donc, il faut qu'il soit patient. Maintenant, s'il décide d'aller jouer avec la Guinée, on ne pourra pas le retenir. C'est idem pour Yad, pour Ibn Ba, je peux citer le gardien de but, Nias. Donc oui, c'est comme ça. Donc les gens viennent faire leur marché chez nous. Oui, c'était donc le coach national Aliou Cissé. Football toujours, Malal, la Ligue 1, on joue la 25e journée ce week-end. Ce sera dimanche avec plusieurs rencontres. Dakar Sacré-Cœur, Djambar, Jamono Fatick, Casa Sport, Génération Foot Teungueth FC, Guédiawaye Gorée, Stade de Mbour, Pikine, Jaraaf, Ouakam, Linguère contre l'équipe de la Sonacos. Début du tournoi final de la balle à Kigali. À Kigali avec au programme Al Ahly de Libye contre Cape Town, Al Ahly de l'Égypte contre les FUS de Rabat. L'équipe de l'AS Douanes entre en lice demain. Basketball au niveau local également. On joue la 14e journée chez les hommes. UGB contre Port, Ouakam Bop, Guédiawaye Basket contre Ville de Dakar, Louga Basket contre Mermoz, Asuk Sport contre Asfa.
Merci beaucoup Malal Diagne Junior. RFM, la radio de toute l'actualité. Je vous l'annonçais tout au début de ce journal, les orientations donc des nouveaux bacheliers, le privé prêt à accueillir de nouveaux étudiants pour l'année 2024-2025. Malgré la dette de l'État à l'égard des écoles privées, dette qui s'élève à une dizaine de milliards de francs CFA. Les responsables de ces établissements privés en ont profité pour poser sur la table quelques problèmes liés au foncier, à la fiscalité ou encore aux accréditations. Koumba Sandiane Faye. Quel devenir pour l'enseignement supérieur privé au Sénégal? Les acteurs se préoccupent de l'absorption des nouveaux bacheliers et pour l'année 2024-2025, le privé accepte de les accueillir. Mamadou Ning est membre du comité ad hoc du CUDEPES. Son accord de principe d'accueillir de nouveaux bacheliers en 2024 pour ainsi contribuer à l'absorption et la résolution du calendrier académique de l'enseignement supérieur et ensuite mettre des conditions d'accueil et de réception des bacheliers qui permettront que les étudiants du Sénégal soient, comme du public comme du privé, soient d'égale dignité. Et pour cela, une des conditions naturellement est la possibilité de l'étudiant de choisir au moment de son orientation le choix librement d'aller dans le privé ou dans le public et qu'il y ait des quotas relativement acceptables que le privé puisse atteindre. Évidemment, tout ceci doit se faire dans des conditions de qualité et des normes que l'ANAQ-SUP et le CAMES mettront en place pour permettre à ce qu'à la sortie, les étudiants puissent avoir les possibilités. Une des conditions, le paiement de la dette que l'État doit au privé, qui s'élève à une dizaine de milliards. Parmi ces problèmes, notamment le paiement de la dette, qui s'élève approximativement à une dizaine de milliards et qui me semble être une des conditions que nous voulons que le ministère puisse régler. Le foncier, la fiscalité, l'accréditation, tout ceci abordé par les acteurs autour d'une table ce vendredi pour réfléchir sur le calendrier académique de l'enseignement supérieur. L'autoroute de l'avenir vous offre votre revue de presse. La presse du jour avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour. À la une, la Tabaski et la tension sur les denrées alimentaires. La fête du mouton et risque d'une Tabaski morose. L'observateur avertit ce matin. Oignons, pommes de terre, les prix flambent déjà. La pomme de terre introuvable sur le marché. Parallèlement, le prix de l'électricité. Le Woyofal prend l'ascenseur aussi si l'on en croit Tribune. Mon confrère insiste, la hausse du prix de Woyofal est bien effective. Entre le 12 et le 22 mai dernier, deux ressages de 5 000 francs font respectivement 51,5 kWh et 35,7 kWh. Le journal a donné la parole aux clients Woyofal qui confient tous avoir constaté la hausse. L'engrais et les nouvelles autorités qui ont baissé les prix, vous le savez, mais l'I-Quotidien n'est pas content. Le confrère note qu'on pouvait faire mieux puisqu'à l'international, les prix donc mondiaux ont baissé de moins 30%. Eh bien, l'explication, c'est que l'État du Sénégal n'a pas fait d'appel d'offres. Dans Vox Populi, Abdoulaye Ly, le directeur exécutif du Club des investisseurs du Sénégal, hausse pour sa part le ton, la dette et la dette. Un appel à éponger la dette que l'État doit au privé national, rien que pour les BTP, c'est 300 milliards de francs CFA d'arriérés de paiement. Et de cartographier par ailleurs les autres contraintes. La réforme la plus critique, dit-il, n'a pas été faite. C'est le foncier et c'est la contrainte numéro 1. Le Sénégal qui a participé à la construction de la Guinée équatoriale, du Gabon et même du Koweït qui se met à importer du BTP. Ça choque, c'est un contresens monumental, dit-il encore. Badiakhate, Imam Ndao en prison, ils vont être jugés devant le tribunal des flagrants délits le 27 mai prochain. Lundi, le journal LAS note que l'affaire Badiakhate a ravivé la flamme du discours haineux entre PASTEF et l'APR. Bas sous le coup d'une nouvelle plainte, celle de Aboubakar Mboup, de Sam Djikoyi. Selon l'info, les nouvelles autorités ne peuvent s'en prendre qu'à elles-mêmes. C'est un retour de bâton. Ces dirigeants donc faisaient la même chose lorsqu'ils étaient dans l'opposition. Mon confrère va plus loin. Selon le journal, l'arrestation de l'activiste Badiakhate et de l'imam Dawa a sonné le glas du ton de grâce à
accordée au nouveau régime par les opposants, notamment les néo-opposants de la paire et de Benno Bokk-Yakaar. Un cadre de la paire dit ils ne récoltent que ce qu'ils ont semé. Leurs activistes passaient tout leur temps à insulter les hautes autorités et ce sont eux qui crient au scandale, aux dérives, à la dictature à chaque fois qu'un de ces activistes était arrêté. Tribune en profite pour se pencher sur les lanceurs d'alerte. Béni, vous le savez, sous le régime de Diomaye, le confrère se demande s'il faut parler de lanceurs d'alerte ou de lanceurs d'insultes. À qui profitent les dérives? Dans sa conclusion, le journal nous dit que si le lanceur d'alerte contribue au renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance, eh bien, les lanceurs d'insultes, lui, est un danger pour la cohésion nationale. La paire et cette alerte à Bassirou Diomaye Faye: dégagez-vous de l'emprise de Ousmane Sonko, c'est vous qui êtes le président de la République. Les cadres républicains déclarent justement la guerre au Premier ministre. Selon Diouf Sarr, Bassirou doit s'affirmer davantage. Il demande aux démocrates du pays de se battre pour ce faire. Il ne doit pas y avoir de cacophonie diplomatique au sommet. Vox Populi parle des réveils progressifs de l'opposition. Le Témoin croit savoir de quoi tout cela retourne. Mon confrère note que cette guerre Pastef-APR s'explique. Eh bien, la mère des batailles, c'est la prochaine élection, les législatives. Le journal se demande finalement si la nouvelle opposition va jouer son va-tout à la déclaration de politique générale du Premier ministre. Entre Barthélémy Diaz, le maire de Dakar, le président de la République, le ton est à l'observation pour le moment en tout cas. Enquête note que le maire de la capitale a souvent eu des relations difficiles avec le président de la République depuis 2009. En attendant, Diomaye continue ses tournées, ses visites présidentielles. Le journal Le Quotidien note que Diomaye garde le cap après Praia, la capitale du Cap-Vert. Aujourd'hui, le président attendu à Conakry demain. Il va effectuer 3 voyages en France entre juin et novembre. Commentaire de sucré salé. Diomaye va précéder Sonko à Conakry où il est attendu. Bonne nuit à tous. L'autoroute de l'avenir vous a offert votre revue de presse. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Toutes nos excuses, nous avons quelques soucis avec le téléphone. Point de vue donc, on a vient le dernier point de cette édition, la diplomatie sénégalaise sous le nouveau régime. Comment analyser les premiers actes posés par le président Bassirou Diomaye Faye, surtout avec ses déplacements dans certains pays de la sous-région? Nous sommes en ligne avec le professeur Moussa Diaw. Professeur, bonjour. Oui, bonjour. Enseignant-chercheur en sciences politiques et relations internationales à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Nous allons être également en compagnie du docteur Lamine Sarr qui n'est pas encore en ligne. Je vous donne tout de suite la parole, professeur Diaw. Alors, la diplomatie sénégalaise, le Sénégal qui semble être sur tous les fronts. D'un côté, le président Bassirou Diomaye Faye avec ses visites dans certains pays de la sous-région, et de l'autre, le premier ministre Ousmane Sonko. Alors, est-ce que ce nouveau régime est dans une sorte de continuité plutôt que dans une sorte de transformation systémique? Comment vous appréciez toutes ces initiatives diplomatiques? Oui, je crois qu'il faut qu'on distingue fondamentalement la politique étrangère du Sénégal et de la diplomatie. Parce que la politique étrangère, le fondement n'a pas changé, hein, ça ne change pas. Et la diplomatie, c'est un outil, c'est un instrument au service d'une politique. Et donc, dans la Constitution, c'est le président de la République qui conçoit la politique étrangère et qui est exécutée par le ministre. Allô? Maintenant, en ce qui concerne les orientations actuelles de la diplomatie, c'est que la diplomatie est marquée par la personnalité et la politique adoptée par les leaders politiques. Ça veut dire que le nouveau leader, qu'il s'agisse du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre, vont marquer les nouvelles orientations de la politique étrangère du Sénégal. À partir du moment où dans leur programme, ils ont défini les grandes lignes, c'est-à-dire privilégier les relations avec l'Afrique, d'abord le bon voisinage, donc vous voyez, le bon voisinage, c'est depuis Senghor. Donc le fondement, ça n'a pas changé, c'est surtout les orientations et les options que choisissent ces leaders-là pour donner un sens
à l'action de la diplomatie. Et donc aujourd'hui, il y a une complémentarité. Le président fait des voyages dans le cadre justement de ce bon voisinage, et entretient des relations avec l'extérieur. Ce sont ses prérogatives, et donne des instructions au Premier ministre qui noue aussi des relations de... Allô, professeur? Pour montrer qu'il y a un changement d'orientation. Et ce changement d'orientation est fonction de la politique qui a été adoptée par le nouveau régime. Et donc, avant, c'était bien sûr la France, on est dans la France-Afrique, on privilégie les relations avec la France. Vous voyez que l'actuel président ne s'est pas encore rendu en France. En France, même s'il prévoit de se rendre en France. On a vu, par exemple, si on prend le cas de la Côte d'Ivoire, jusqu'à présent, en tout cas, le président Alassane Ouattara et Bassirou Diomaye Faye, ils se sont vus avant l'élection de Bassirou Diomaye Faye. On le sait, et il faut le dire ainsi, ils n'étaient pas de grands amis politiques. On se souvient en juillet dernier, quand Macky Sall avait renoncé à un troisième mandat, Alassane Ouattara lui avait exprimé son désaccord, et cela, l'actuel président le sait. Alors, comment expliquez-vous que Bassirou Diomaye, en tout cas, ait effectué cette visite en Côte d'Ivoire? Oui, mais parce que ça va dans l'intérêt du Sénégal. Les leaders politiques, les présidents ou les premiers ministres agissent en fonction de l'intérêt. C'est ça d'ailleurs le fondement d'ailleurs de la politique et de la diplomatie, en fonction des intérêts du Sénégal. Si les intérêts du Sénégal... Oui, les intérêts, parce qu'on sait que la Côte d'Ivoire, au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, c'est la première puissance économique. Oui, il y a des liens. Oui, c'est au niveau de la CEDEAO, de l'Union monétaire, et le Sénégal et la Côte d'Ivoire doivent marcher ensemble pour le bon fonctionnement de cette institution. Maintenant, en ce qui concerne les grandes orientations, je pense que ces prochains jours vont être marqués par l'influence que pourrait avoir la personnalité de l'homme qui se trouve à la tête de l'État. Et ça a toujours été comme ça. Vous vous rendez compte, dans les grandes diplomaties, on a vu, par exemple, aux États-Unis, le président Joe Biden. Non, l'ancien Barack Obama. Signé des conventions dans le cadre de la COP 21 à Paris en 2015, et quelque temps après, il y a eu un changement de président. Trump est arrivé et il a renoncé justement à ce traité-là. Donc ça montre bien que chaque leader politique oriente sa politique étrangère en fonction du contexte, en fonction de l'évolution de la situation du système international, et surtout particulièrement en fonction des intérêts du pays en question. Oui, parce que les États ont des intérêts. Je reviens à vous tout à l'heure, professeur Moussa Diaw. Docteur Lamine Sarr est en ligne. Docteur, bonjour. Oui, bonjour. Enseignant-chercheur à l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, spécialiste des relations internationales. Alors, docteur, la question est de savoir quelle analyse faites-vous un peu des premiers pas posés par le président Bassirou Diomaye Faye concernant la diplomatie sénégalaise? Oui, je vais peut-être un peu paraphraser le professeur Diaw sur ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est-à-dire les premiers pas montrent un peu ce qui a été dit avant la campagne, pendant la campagne, qui repose également sur l'idéologie du parti PASTEF. C'est de favoriser d'abord, et on peut le comprendre également, l'intégration sous-régionale, le bon voisinage et l'intégration continentale par la suite. Ce n'est pas un hasard si les premières visites effectivement ont été accordées au pays de ce qu'on appelle le premier cercle concentrique. Et ça, c'est effectivement, comme l'a dit le professeur Diaw tout à l'heure, c'est l'héritage senghorien. Donc il y a des choses qui n'ont pas changé, et à mon avis qui ne doivent pas changer. C'est la priorité qu'on doit accorder donc à ces pays de la sous-région, et ensuite aux pays de la CEDEAO, et ensuite au niveau continental, pour ensuite s'élargir au reste du monde. Donc je pense que ces premiers mois nous montrent un peu pourquoi même l'appellation du ministère a évolué. Donc on parle de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Donc tout cela montre un peu la place que le nouveau gouvernement accorde
n'est-ce pas, aux pays africains, aux pays de la sous-région, aux voisinages proches, dans sa diplomatie. C'est ça qui est en train d'être mis en application. D'accord. Mais d'un côté, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de l'autre, le Premier ministre qui a reçu ici Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise. Alors aujourd'hui, Ousmane Sonko, au-delà de cette rencontre avec Mélenchon, a annoncé une visite en Guinée, au Mali ou encore au Niger. Des pays sous régime putschiste. Est-ce qu'on peut parler de la part du Sénégal d'un double jeu diplomatique? Je ne l'interpréterai pas comme ça, d'un double jeu. Je le considérerai plutôt comme un jeu de positionnement et un jeu de rapprochement également avec ces pays-là. Il faut comprendre que, et ça c'est quelque chose qui est commun aux pays qui sont ou bien qui évoluent dans un régime présidentialiste comme le nôtre, comme c'est le cas en matière de politique nationale, le président de la République, au vu de la Constitution, est l'acteur central en matière de diplomatie. Beaucoup de décisions, c'est lui qui donne le tempo, c'est lui qui donne les orientations en matière de politique étrangère. Et donc, jusqu'à ce que les choses évoluent, aujourd'hui, au moment où on se parle, le président, soit Diomaye Faye ou un autre, reste l'acteur principal en matière de politique étrangère. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner. Ensuite, la visite de Mélenchon, c'est à mon avis quelque chose qui peut être lié à une certaine vision de la politique étrangère, mais c'est plutôt, à mon avis, un rapprochement idéologique de PASTEF avec la France insoumise. Oui, parce qu'on a vu aussi le Premier ministre recevoir... À mon avis, de la politique étrangère du pays, qui lui est portée par l'acteur central qui est le président de la République. Maintenant, que le Premier ministre du pays, qui appartient également au groupe PASTEF, à la majorité du gouvernement actuel, se rende dans certains pays, ce n'est pas quelque chose de nouveau également dans nos pays, lui à travers le monde. Donc c'est deux voies, et la diplomatie a plusieurs canaux, n'est-ce pas? Et là, c'est deux canaux qui peuvent... Maintenant, le défi, c'est de faire de telle sorte que effectivement ceci soit lisible pour tout le monde, que chacun soit conscient de son rôle, et que les interprétations ne passent pas débat, soit au Sénégal ou ailleurs, et que les choses soient claires pour tout le monde. À vos yeux, docteur, sont quand même clairs pour chacun. La diplomatie, la politique étrangère, c'est l'affaire du président de la République, et les débats ou les rapprochements ou les rencontres que peuvent avoir le groupe PASTEF avec d'autres partis politiques ou d'autres acteurs interne d'autres États, ça c'est quelque chose d'autre. D'accord. Mais docteur, vous l'avez dit, la diplomatie est un domaine réservé au chef de l'État, mais on a vu quand même le Premier ministre recevoir des ambassadeurs ici accrédités au Sénégal, à Dakar. J'ai pas entendu la question. La diplomatie est un domaine réservé au chef de l'État, vous dites. Ça tout le monde le sait, mais on a vu Ousmane Sonko aussi recevoir en audience des ambassadeurs accrédités au Sénégal. Oui, tout à fait. C'est dans l'ordre normal des choses. Le Premier ministre, ce n'est pas également quelqu'un qui n'a aucune prérogative en matière de politique étrangère. Comme le Parlement a également des prérogatives là-dessus. Donc, quand le Premier ministre reçoit des ambassadeurs ou des consuls qui ont... mais quand ces derniers vont présenter leur lettre d'accréditation par exemple au président de la République, ces derniers, rien ne les empêche d'être reçus par le Premier ministre ou par le ministre des Affaires étrangères. Ça, c'est quelque chose qui se fait naturellement dans un État qui se respecte. Mais le plus important, c'est que chacun sache que l'orientation, la vision générale de la politique étrangère, c'est du ressort du président de la République, et que tous les restes du membres du gouvernement sont là pour appliquer cette vision-là. Ça, il faut que ce soit clair pour tout le monde. Si c'est le cas, tant mieux. Si c'est pas clair, il faut donc prendre des dispositions pour que ce soit clair pour tout le monde. Jusqu'à présent, je pense que, après, chacun peut l'interpréter comme il veut, mais moi, je considère que jusqu'à présent, pour l'instant, les choses sont quand même claires pour tout le monde. Donc, peut-être qu'on peut reprocher au ministre ou à la ministre des Affaires étrangères d'être moins visible que le président ou que le Premier ministre. Mais ce qui est sûr, c'est que le président reste l'acteur principal et c'est lui qui va donner l'orientation. D'accord. C'est le chef de l'État qui définit l'orientation de sa politique étrangère. Alors, docteur Lamine Sarr, je reviens à vous tout à l'heure. Professeur Moussa Diaw, dans le cadre de ces visites, justement, vous l'avez annoncé tout à l'heure, le président Bassirou Diomaye Faye compte se rendre en France. Une rencontre avec Emmanuel Macron est prévue d'ailleurs le 20 juin prochain. Alors, comment vous appréciez un peu ce déplacement maintenant du côté de la France? Bassirou Diomaye Faye qui va donc rencontrer Emmanuel Macron, si l'on sait que Macron et Sonko, ce n'est pas aussi des amis. Oui, mais c'est dans l'ordre Ils ne sont pas des amis.
Oui, c'est dans l'ordre des choses. Comme disait tout à l'heure Ladine, le président de la République détermine la politique étrangère et qui est exécutée par le Premier ministre ou le ministre des Affaires étrangères. Et d'ailleurs, tout cela, cet agenda-là correspond justement à la vision du PASTEF dans le programme. Donc ce n'est pas étonnant qu'il privilégie d'abord ses relations, comme on l'a dit, on va reprendre ça, avec le voisinage, et maintenant s'ouvrir au niveau africain avant de voir le monde. Mais c'est ça, les différentes étapes. Et puis la rencontre là avec Macron, ça permet d'apaiser un certain nombre de malentendus ou de positions politiques qui ne semblent pas correspondre justement à la vision de l'actuel dirigeant. Donc je pense que ça permet d'aplanir la discussion de coopération. Ici, à ce niveau-là, c'est très important pour le Sénégal d'échanger avec Macron pour clarifier les orientations de la nouvelle politique sénégalaise qui doivent être respectées par la France. Et le Sénégal a cette autonomie, a cette liberté de décider le sens qu'il donne à sa politique étrangère et la nécessité de diversifier les partenaires dans l'intérêt justement des intérêts du Sénégal. Et je pense que c'est ça qui est important dans les relations internationales, particulièrement avec de nouveaux dirigeants. D'accord. Merci beaucoup, professeur Moussa Diaw. On vous retrouve tout à l'heure dans le 13h avec Eladji Ndiogou. Docteur Lamine Sarr, je termine avec vous. On sait que le Sénégal a un rôle important à jouer dans l'espace CEDEAO, notamment pour ramener les pays qui ont quitté cette organisation sous-régionale. Alors, vous pensez que cette posture du président Bassirou Diomaye Faye est la bonne? Je pense effectivement qu'il faut que le Sénégal joue son rôle, comme il l'a toujours joué, de médiateur, de quelqu'un d'un pays qui apaise les relations avec les voisins. Et je pense effectivement que la posture adoptée jusqu'ici d'essayer en tout cas de réformer les relations avec ces États-là, de ne pas les condamner ou de ne pas les mettre en opposition frontale avec le reste de la CEDEAO, je pense que c'est la bonne posture. Mettre certains pays au banc des accusés n'a jamais fonctionné au sein d'une organisation régionale. Ça n'a pratiquement pas, en tout cas au niveau africain, ça n'a jamais porté les fruits auxquels on s'attendait, ou bien très rarement. Et donc le fait qu'à mon avis, le Sénégal veuille, en tout cas au vu de ce qu'on voit ces derniers jours, veuille au moins se rapprocher de ces pays-là et jouer le rôle d'intermédiaire avec le reste de la CEDEAO, je pense que c'est une bonne chose. D'autant plus que le Sénégal a peut-être une carte à jouer là-dessus quand on considère que nous avons des sujets sur lesquels nous partageons peut-être certains points de vue. Quand je dis nous, c'est l'État du Sénégal actuellement, certains points de vue, et une partie de la société sénégalaise d'ailleurs, certains points de vue avec ces États, avec ces trois pays-là qui sont sortis de la CEDEAO par exemple. Je pense notamment à la question du franc CFA, je pense à la question de l'exploitation des ressources naturelles, je pense à la question de certaines bases militaires étrangères sur nos territoires. À la souveraineté. Donc, c'est là le Sénégal peut jouer sur ces aspects-là en disant à ces pays-là, nous comprenons et nous adhérons à votre vision. Donc, venez ensemble, on discute ensemble de ces points-là, mais au sein de la CEDEAO pour essayer de changer au moins la vision de cette organisation. Ce qui ne sera pas évident et facile, mais c'est le rôle, la posture, à mon avis, que le Sénégal doit adopter. Merci. Merci beaucoup, docteur Lamine Sarr, enseignant, chercheur à l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, spécialiste des relations internationales. Merci également au professeur Moussa Diaw, enseignant, chercheur en sciences politiques et relations internationales à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. On vous retrouve tous les deux dans le journal de 13h. C'est dans 5 minutes, un journal qui vous sera présenté par Eladji Ndiogou. Mesdames, Messieurs, merci à vous. Fin de ce journal présenté par Barthélémy Ngom, mise en onde Aliba. Réalisation Eladji Ndiogou, il sera là dans 5 minutes. Chef d'édition Awambay. Bonne suite de programme sur la radio Futur Média.